Bonjour à tous. Merci d'être là. J'espère que tout le monde n'est pas en phase de digestion et que vous allez être attentif et pas trop endormi par la digestion de 14 heures. Nous, on est ravis d'être là avec vous aujourd'hui. C'est la dernière table ronde de cette deuxième journée. On la voulait ouverte. Ouverte. On a commencé à entamer un peu les perspectives d'avenir du marché du vrac à midi avec Nielsen. Et on continue maintenant avec des acteurs qui ont accepté de rejoindre mon invitation, qui ont accepté de se joindre à nous pour cette deuxième partie et dernière partie du salon sur les nouveaux territoires de distribution du vrac. Donc on peut être aussi bien sur des nouveaux territoires physiques en dehors du magasin alimentaire qu'un nouveau territoire aussi, on le verra avec Binna, au sein de l'alimentation, mais un territoire de non-spécialistes. On verra ensemble l'avenir du vrac. Donc je vous remercie d'accueillir Caroline Cardozo, pharmacien réglementation d'Aromazone, Mathilde de Montgolfier, responsable Open Innovation au sein des laboratoires Expansience, Bina Paradin-Migoto, cofondatrice de la marque Bindi, de la société Bindi, et Régis Gallet, directeur concept du groupe Yves Rocher. Merci. Alors, on va commencer avec vous, Caroline. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu du vrac chez Aromazone depuis quand? Je crois que ça fait 1 an maintenant que vous avez du vrac chez vous. Est-ce que vous pouvez nous parler du projet? Qui a amené ce projet-là? Comment ce projet s'est développé? Et de quoi on parle quand on parle de vrac chez Aromazone? Bonjour. Alors, je ne sais pas, pour ceux qui ne connaissent pas Aromazone, oui, il faut que je parle encore plus fort à cause du masque, je suis désolée. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Aromazone, on est une société qui existe depuis une 20aine d'années. On a commencé par vendre des huiles essentielles. Et depuis une 15aine d'années, on propose aussi de la cosmétique maison. Donc, aujourd'hui, on vend depuis plus de 15 ans maintenant, à peu près 1700 références de matières premières, végétales, naturelles pour une grande partie d'entre elles, qui permettent aux gens de fabriquer chez eux leurs propres produits, alors cosmétiques majoritairement, mais pas que, également de la détergence ou des produits pour la maison. Et effectivement, donc on vend des matières premières, on vend également des articles de conditionnement et on vend tous les ustensiles dont on a besoin chez soi pour pouvoir fabriquer ces cosmétiques. Et depuis à peu près 1 an, oui, on a commencé à développer le vrac dans nos boutiques. C'est-à-dire qu'on est une société historiquement plutôt basée sur Internet. On vend pas loin de 80% de nos matières premières sur Internet. Et depuis 5 ans, on se développe d'une façon assez importante, plus localement, via des boutiques ou des corners dans des grands magasins. Et donc, depuis 1 an, on a mis en place ce vrac pour certains types de produits uniquement. Donc, aujourd'hui, on propose un bar à huile avec des huiles végétales, 8 huiles végétales différentes, et un bar à savon avec nos bases neutres lavantes, shampoing ou base lavante, et également des savons liquides. Voilà. Dans combien de points de vente on peut les retrouver? Alors aujourd'hui, les vracs, on les retrouve, que je ne dise pas de bêtises, dans les 2 boutiques qui sont sur Paris. On les retrouve dans nos 3 corners, dans les printemps, à Lille, à Strasbourg et le dernier, ça y est, à Metz, pardon. Et dans notre boutique de Aix. Pour l'instant, il y a la boutique de Lyon qui n'est pas encore équipée sinon. D'accord. Merci Caroline. Je vais passer la parole à Mathilde pour nous parler du coup du vrac. Le vrac chez au laboratoire Expansience, qu'est-ce que ça veut dire? Bonjour à tous. Déjà, Expansience, on est un laboratoire pharmaceutique et dermocosmétique indépendant français et familial. On a en particulier la marque qui s'appelle Mustela, qui propose des produits pour les bébés, enfants, des produits de soins et d'hygiène. Et donc le vrac... Expansience est engagée dans une démarche de RSE depuis plus de 16 ans. On est une Bicorp depuis 2 ans. Mustela, la marque en elle-même, est Bicorp aussi. Et du coup, c'est vraiment dans notre ADN de se poser des questions sur comment est-ce qu'on peut limiter notre empreinte sur l'environnement, comment est-ce qu'on peut avoir une meilleure empreinte pour la société, les hommes en général. Et tout ça en ayant une entreprise qui puisse vivre et qui soit pérenne. Et donc...
Et donc Mustela s'est depuis longtemps posé la question des déchets, de limiter le plastique dans ses packaging. Mais là, on a clairement voulu aller un cran plus loin en se disant comment, à force d'alléger nos packs, on peut plutôt passer vers de l'économie circulaire et du coup ne plus avoir de packs jetables du tout. Et c'est dans ce cadre-là qu'on s'est posé la question du vrac et de la consigne notamment. Et aujourd'hui, le vrac, chez nous, c'est une expérimentation qui a commencé en juin dans 2 points de vente. Donc, ce sont des pharmacies. Nous, on est distribué uniquement en pharmacie et parapharmacie. Une pharmacie dans le 14e à Plaisance et une pharmacie près d'Angers à Mur-et-Régnier exactement. Et donc, on a 2 produits disponibles, le gel lavant bio qui est pour toute la famille et un gel hydroalcoolique qui sont proposés dans ces 2 points de vente. Et on est plus sur un schéma d'expérimentation. Donc, on s'est donné 6 mois pour faire des tests d'usage, des tests aussi avec les pharmaciens, voir si le système les intéresse et leur convient. On est aussi en train de travailler sur la partie environnementale. Voilà. Donc, c'est de l'expérimentation pour savoir si et comment est-ce qu'on peut déployer derrière. Et le consommateur peut venir avec son propre contenant? Comment ça se passe? On impose le contenant. C'est un flacon en verre qui s'appelle Revient. Donc, pour essayer d'ancrer dans les mémoires de tous cette idée que on est sur de l'économie circulaire et donc ça fonctionne si le flacon revient, qu'on arrive à le laver et que derrière on peut le remettre dans le circuit. Et en effet, on a fait le choix d'imposer un flacon en verre. Merci Mathilde. Régis, chez Yves Rocher, le flacon n'est pas en verre. Vous avez fait aussi un autre choix. Vous allez nous présenter, nous rappeler le groupe Yves Rocher, votre fonction, la naissance du projet et quel est le projet VRAC aujourd'hui chez Yves Rocher. Bonjour à tous. Donc chez Yves Rocher, nous, on est aussi une marque engagée, verte. Donc ça fait, on acte depuis plusieurs années plein de projets autour de l'environnement, de la réduction des déchets. Donc aujourd'hui, il nous apparaissait important d'aller tester autre chose qu'est le vrac. Et nous, on a fait le choix, alors pour répondre à la première question de Célia, on a fait le choix de rester sur nos flacons plastiques, alors qui sont en PET recyclés, donc déjà on limite notre impact environnemental, mais pour une raison très simple, c'est qu'on ne voulait pas mettre de flacons en verre dans les douches de nos clientes, puisque si le flacon tombe, il se casse, et il y a un risque que la cliente se blesse avec un flacon ou un enfant qui l'utilise dans la douche qui tombe et il se casse. Voilà. Donc on est resté sur nos flacons standards en PET pour aussi garantir une certaine sécurité par rapport à l'utilisation qu'on est faite dans les douches. Et nous, donc le test qu'on a fait, c'est pareil, c'est une expérimentation qui a commencé en février, donc quelques mois avant le démarrage du Covid, donc ça a perturbé un peu aussi le test, mais on a testé dans 3 magasins en France, à Paris entre autres, donc à Saint-Lazare, Champs-Élysées et Paris Commerce, le test de vrac sur 4 références de gel douche. Donc on a pris nos bestes de référence en gel douche et on les a mis en solution vrac. Voilà. Donc, voilà On discutera après des enjeux liés au développement du vrac chez Yves Rocher. Et Bina, je vais te donner la parole. Donc Bina, la marque Bindi, on la connaît historiquement dans les magasins bio. Vous êtes plutôt une marque qui a été engagée avec des produits préemballés. Aujourd'hui, vous avez un projet de développement en GMS avec une nouvelle marque et un produit entièrement consacré, enfin en tout cas dont la recette s'est développée autour du vrac avec un produit préemballé qui vient compléter en fait ce projet-là. Je vais vous demander du coup de vous présenter à tout le monde la société Bindi et ce fameux nouveau projet, ce nouveau territoire pour vous d'expérimentation, de développement du vrac. Merci Célia. Bonjour à tous. Bindi, c'est effectivement une société alimentaire qui est née il y a un peu moins de 7 ans,
Chez Bindi, on fait ça, on fait des mélanges d'ingrédients, de céréales, de légumineuses, d'épices, d'herbes, de légumes, et qui sont des plats dans lesquels il reste juste l'eau à ajouter pour avoir son petit plat délicieux, sans additifs, sans produits chimiques, 100% bio, 100% naturel, 100% végétal. Et c'est la gamme, initialement, effectivement, on s'est lancé en magasin bio avec des produits packagés. On s'est rendu très rapidement compte, en discutant avec les magasins, qu'il y avait des attentes sur un vrac différent, qui ne soit pas juste des pâtes blanches ou du riz, qu'il y avait aussi des choses à valeur ajoutée à inventer en vrac. Et donc, on a fait ce travail-là à partir de 2015. On a été les premiers fabricants à proposer des plats tout prêts en vrac, dans lequel il ne reste plus que l'eau à rajouter. Ça a connu un certain succès, parce qu'aujourd'hui, le vrac, chez nous, ce n'est pas anecdotique, c'est vraiment plus de la moitié de notre chiffre d'affaires. Et du coup, on a vraiment cette logique de se dire, le vrac, c'est pas non plus on enlève le packaging, c'est une nouvelle démarche. Et c'est une démarche qui doit avoir son intérêt par elle-même. Et quelque part, le vrac, ça doit aussi être glamour, sympa, comme un produit packagé. Donc on a inventé tout un univers autour du vrac, avec des petites étiquettes qu'on retrouve sur nos silos pour pouvoir faire vos recettes de saison avec le vrac. Donc on a vraiment inventé plein d'outils autour du vrac. Et on est aussi persuadé qu'il y a vraiment des innovations à apporter qui soient purement 100% vrac. Et l'innovation qu'on a lancée il y a 2 ans, c'est le vrac saisonnier. C'est de dire finalement pourquoi en épicerie, il n'y aurait pas des produits de saison comme il y a dans les rayons frais. Donc nous, on propose maintenant des petites recettes automne-hiver qui sortent incessamment sous peu, et des recettes printemps-été. Ce qui fait que sur un même silo, on va avoir les envies des consommateurs qui vont être suivies. Et effectivement, de toute cette première phase en réseau spécialisé 100% bio, 100% vrac, on a eu beaucoup de demandes autour de nos produits dans d'autres réseaux, notamment en grande distribution. On a fait le choix de lancer une nouvelle marque qui s'appelle Bideli, qui vient de voir le jour en mai. Et Bideli a été vraiment pensée comme étant une marque nativement vrac, qui ne va pas faire du packagé pour passer en vrac, mais on est arrivé dans les réseaux de grande distribution avec une proposition qui est toutes les recettes sont disponibles en vrac et en packagé immédiatement au lancement. Quels ont été les enjeux que vous avez rencontrés en lançant cette marque pour le vrac dans un nouveau territoire ? Du coup, il y a les enjeux qui ont été évoqués de réglementation et d'opération. On est évidemment face à des acteurs qui ont moins l'habitude d'opérer ce type de rayon que ce qu'on avait pu avoir avant. Donc ça pose plein de questions, de processus, d'être sûr que effectivement la traçabilité des produits, le remplissage des silos soit bien fait. Donc ça, c'est un premier enjeu. Et le deuxième, mais qui est commun en fait aux 2 marques, c'est qu'aujourd'hui, nous, on a la logique de faire des innovations vrac, comme je le disais, et donc de faire des recettes qui soient disponibles en premier en vrac. Ce qui veut dire que dans l'univers des recettes possibles, des mélanges possibles, parfois on est obligé de se réfréner ou de modifier certaines recettes pour pouvoir être parfaitement adapté à un mode qui est le vrac en silo, puisqu'il y a d'autres types de vrac qui sont plus développés à l'étranger, notamment en Belgique où on travaille aussi, où il y a du vrac à pelle qui permet d'avoir des produits beaucoup plus pulvérulent, merci, qu'on n'a pas en France. Donc du coup, c'est vraiment dès la R&D d'une recette, elle est pensée en vrac. Merci Bina. Caroline, vous, quand vous avez lancé il y a 1 an le vrac chez Aromazone, déjà comment l'idée est venue ? Est-ce que c'est une idée qui vous trottait dans la tête depuis un certain nombre d'années ? Ça s'est accéléré récemment ? Voilà, comment le projet a cheminé et quels ont été les enjeux depuis l'idée jusqu'à la réalisation, et maintenant on est sorti de la phase d'expérimentation, vous avez rencontré, et vous pouvez les partager avec nous ?
Après, le vrac, nous, non, c'est pas nouveau. Ça fait longtemps qu'on en parle, longtemps qu'on y pense. Le b.a.-ba, j'ai envie de dire, ce qui a vraiment été moteur au démarrage pour la mise en place, ça a été le fait qu'on ait ouvert nos boutiques. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne propose du vrac, évidemment, que par nos boutiques. Et il fallait qu'on ait déjà une présence locale qui soit un minimum installée pour pouvoir aller plus loin dans cette démarche-là. Et ensuite, ce qui a suivi, ça a été toute la recherche du bon partenaire en matière, là pour le coup, d'équipement, parce que ça, on ne l'avait pas. On sait faire de l'huile végétale, on sait la mettre dans des pots, on a ce qu'il faut, mais par contre, l'équipement pour distribuer ce vrac-là, on ne l'avait pas, donc il y a eu une recherche aussi à faire dessus. Et puis, un autre point, alors qui ne me concerne plus directement, c'est tout effectivement la partie réglementaire, où, clairement, nous, ça fait 20 ans qu'on est précurseurs sur des domaines qui ne sont pas vraiment cadré, donc 20 ans qu'on est très surveillé, beaucoup plus ces dernières années, et clairement le démarrage du vrac chez nous a été très surveillé aussi, donc il fallait qu'on soit d'équerre clairement avant de démarrer. La R&D, un enjeu majeur quand on n'est pas natif en fait du vrac, quand on vient du préemballé et qu'on veut se lancer dans l'aventure. Mathilde, pour la marque Mustela, quand vous avez développé le projet, est-ce que vous avez dû avoir un impact R&D, une recherche spécifique, un autre mode de conditionnement que vous aviez l'habitude de faire? Quels ont été les enjeux que vous avez surmontés au moment du lancement du projet? Alors, déjà, moi, j'ai la chance d'avoir un poste qui est à l'Open Innovation. Donc, quand j'arrive avec des projets qui ne vont pas être très simples et qui vont mobiliser différemment les équipes, c'est pas une surprise. Donc, j'ai cette chance en tant que sur mon poste. Ensuite, je le vois bien aussi quand je propose des nouveaux projets. Soit j'ai l'engouement des équipes et il y en a plusieurs qui veulent participer. Soit je me rends compte que c'est un petit peu plus difficile de motiver les managers. Et là, très vite, j'ai vu que il y a les équipes qui voulaient participer, que oui, ça faisait se poser beaucoup de questions, et notamment les affaires réglementaires, pour elles, c'est hyper compliqué. Sauf qu'on est dans une approche où justement, on n'est pas en train d'appliquer un protocole classique, on n'est pas en train d'appliquer quelque chose qu'on fait depuis des années. On est là, on se pose des tas de questions. Et ça a été un vrai challenge à relever par beaucoup d'équipes, par la qualité, le pack, par plein de monde. Sauf que je pense que tout le monde est mobilisé dans le sens de se dire c'est le sens de l'histoire et on a envie au moins de tester, on a envie de savoir ce que ça peut donner, on veut savoir aussi si on peut embarquer nos consommateurs avec nous. Et du coup, à la fois de se dire que ça fait du sens pour l'environnement, que ça fait du sens pour les consommateurs et que c'est un vrai défi dans la manière de penser et la manière de concevoir le projet, forcément, on a une équipe aujourd'hui qui est hyper soudée et qui avance et c'était plutôt, on a fait la liste des difficultés et à chaque fois on se dit celle-là, comment on la lève. Il y a des nouvelles difficultés qui arrivent régulièrement et en même temps on est tellement persuadé que l'histoire va s'écrire, peut-être pas exactement comme on le fait aujourd'hui, mais en tout cas dans ce sens qu'on veut y prendre part. Il y a un exemple concret d'enjeu majeur avant la mise en place du test. Vous l'avez mentionné, on a par exemple un nouveau packaging qui est en verre. Donc la grande question qui se posait, est-ce qu'on réutilise nos packaging plastiques classiques avec l'avantage que, en effet, il ne se casse pas, on le connaît depuis très longtemps, on a des filières toutes prêtes, c'est un pack facile, ou est-ce que on tente autre chose et notamment le verre avec le risque, on a une cible bébé dans la salle de bain avec du verre. C'est sûr que ça coulait pas de source, mais on a voulu tester aussi autre chose pour pouvoir le consigner aussi, s'assurer qu'en termes de lavage, on arriverait à rendre un contenant complètement propre. Donc voilà, il y avait des gros enjeux. Vous avez parlé après de conditionnement. Forcément, aujourd'hui, on passe par des sachs qui sont mises dans les magasins. Le conditionnement aussi d'une sache, alors que notre métier, c'est le conditionnement de bouteilles, de flacons. C'est très différent. Et après, en termes aussi de réglementation, où
tout n'est pas écrit noir sur blanc, donc on est dans des métiers où on a l'habitude aussi d'appliquer des règlements cosmétiques européens, français, qui sont tels qu'ils sont et qui laissent pas énormément de marge à l'interprétation. Là, forcément, il a fallu aussi tout construire, se faire. Et en fait, ce qui était hyper intéressant pour les équipes, c'est qu'il a fallu vraiment se faire son propre avis pour pouvoir derrière se dire, ok, on prend telle décision parce qu'on a ça comme rationnel. Il y a ça qui est faisable. Et du coup, comment est-ce que nous, on se positionne et qu'est-ce qu'on veut pouvoir sortir? Et c'est vraiment cette démarche qui a été hyper intéressante, mais qui a été hyper challenging. Et franchement, je pense que ça a bousculé tous les métiers classiques de l'entreprise. Tous les métiers ont été impactés. Vous avez à peu près recensé les départements, les fonctions qui ont été impliquées de près ou de loin dans le lancement de ce projet? Que ce soit, oui, de toute façon, on a une équipe projet cœur, mais que ce soit la R&D, que ce soit l'industriel, que ce soit qualité, les affaires pharmaceutiques, les affaires réglementaires, le PAC, bien sûr, qui a été hyper impacté. Donc tout le monde, c'est vraiment une nouvelle philosophie. Donc forcément, tous les métiers sont impactés. Et le marketing aussi, qui doit forcément travailler d'une nouvelle manière, se poser d'autres questions, communication aussi. Donc, mais c'est structurant, on va dire, pour une entreprise. Chez Yves Rocher aussi, on a eu l'occasion d'en parler en préparant cette table ronde. Ça n'a pas été une mince affaire. Est-ce que vous pouvez nous parler des enjeux que vous avez rencontrés avant de lancer dans vos 4 boutiques la vente en vrac de gel douche? Alors ça, c'est clair, l'enjeu quand on ne vient pas du monde du vrac, parce qu'on n'est pas né dans le vrac, et quand on veut aller dans le vrac, c'est une transformation d'entreprise en fait. C'est pas simplement le distributeur dans le magasin qui est un peu la touche finale, mais c'est toute la transformation. Et effectivement, nous aussi, on était organisés par équipe projet parce que ça touche les affaires réglementaires. Vous êtes dans nos usines, il faut sortir 50 litres de vrac et nos industriels, ils ne sont pas habitués. Ça va de la cuve au flacon et quand on leur dit vous mettez 50 litres de côté pour faire un test, ça leur prend des mois de réflexion. Donc c'est compliqué parce qu'on sort des sentiers battus et on a tout un process qui a été étudié, millimétré. Vous avez une sorte de Formule 1 qui fonctionne. Et puis là, on touche un petit truc, on enlève un petit bout du moteur et on dit on va faire autre chose. Donc l'enjeu, il est vraiment très très important à ce niveau-là. Et c'est d'autant plus vrai, c'est que quand on est en phase d'expérimentation, nous sur quelques magasins, tout le monde le comprend. Et on va y venir un peu plus tard. Mais si demain on voulait aller un cran plus loin et dire c'est plus dans 3 magasins, c'est dans 100 magasins, c'est une filière complète à réinventer au sein de l'entreprise. Et ça, c'est sans doute un des enjeux majeurs. Et nous, on l'a tout de suite mis en avant, c'est de se dire, on fait un test. Vous êtes sur quelques mois en test, mais dites-vous que peut-être que dans 6 mois ou dans 1 an, on passera à l'étape supérieure. Et préparons-nous déjà et faisons le test en se disant, demain, on peut aller plus loin. Voilà, donc ça, c'est un des vrais enjeux. Et nous, l'autre enjeu ou l'objectif de notre test, c'était aussi de tester un peu l'appétence des clientes par rapport à ce nouveau mode de consommation. Parce que si vous êtes cliente et que vous venez chez Yves Rocher, vous ne venez pas forcément pour acheter du vrac. Vous venez pour acheter des crèmes, des produits, voilà. Et aujourd'hui, on voulait voir comment une cliente qui venait chez nous pouvait réagir à ce mode de commercialisation. Et c'est vraiment une super surprise parce qu'on a eu des clientes qui ont été enchantés qu'on se lance dans le vrac, qui nous ont dit mais pourquoi vous ne faites pas ça depuis des années, c'est complètement en phase avec vos valeurs, on attend ça de vous et tout ça. Donc ça a été la première quand même, le point très positif. Et puis le second point positif, on s'est aperçu que nos partenaires en magasin étaient aussi hyper convaincus par ce mode de commercialisation et qu'ils trouvaient que ça apportait une offre complémentaire. Et d'ailleurs, sur les 3 magasins en test, on avait 2 magasins avec une force de vente très convaincue par le produit, et les chiffres le montrent. Et puis un magasin avec une force de vente un peu moins convaincue. Et voilà, là, on avait des résultats beaucoup moins bons. Donc, dans la transformation de l'entreprise, si on n'embarque pas tout le monde, on sait que les résultats ne suivront pas.
Donc voilà, c'est quelque chose qui est assez important, c'est cette transformation d'entreprise et les impacts associés, quoi. On en parlait à la table ronde de midi, le vrac est un métier de spécialiste, donc effectivement on accompagne toute la transformation de l'amont à l'aval. Chez Bindi, ça fait déjà maintenant quelques années que vous vous êtes transformé. Comment vous avez organisé votre production en amont par rapport au pré-emballé? Quelle a été la différence à partir du moment où vous êtes lancé dans le vrac? Quelle réorganisation ça a nécessité dans le mode de conditionnement et de production de Bindi en vrac? Alors, effectivement, c'est un peu la même démarche que Yves Rocher. C'est en 2015, quand on s'est lancé dans le vrac, c'était vraiment un processus où on prenait un peu des mélanges qu'on avait en packagé et puis on les essayait en vrac dans les magasins. On a démarré avec un magasin, on est passé assez rapidement à une dizaine et puis après maintenant plusieurs milliers de magasins qui vendent nos produits. Et donc de ce fait, aujourd'hui, le processus vrac en usine est devenu un vrai processus. Et il y a plein de recettes chez Bindi qui ne sont disponibles qu'en vrac. C'est-à-dire que vous ne les trouverez pas en packagé. Ça fait partie des aspérités, des innovations qu'on réserve aux magasins qui distribuent du vrac, aussi bien 100% vrac que 100% bio. Et de ce fait, il y a vraiment des recettes qui ne connaissent pas le processus du packaging. On a un vrai processus vrac, un processus où finalement le packagé, de notre point de vue, ça devient presque du vrac qui est packagé. Et dans notre vision, on se dit que le packagé, c'est presque un moyen d'essayer Bindi ou Bideli, que ce n'est pas forcément un mode d'achat pérenne, que probablement, on le voit beaucoup dans nos clients aficionados du vrac. Il y a deux types de personnes. Il y a ceux qui viennent au rayon vrac et exclusivement au rayon vrac et qui vont nous découvrir par ce rayon-là. Mais il y a beaucoup de gens qui nous ont découvert en packagé, qui aiment bien les recettes et qui finalement le rentrent dans leur quotidien et de ce fait se disent je vais dans mon magasin l'acheter en vrac. Donc il y a aussi ces évolutions de conquête de clients qu'on a vues sur toutes les années où on a fait du vrac. Ça nous ouvrira les dernières questions de la table ronde. Caroline, chez Aromazone, donc ça fait maintenant 1 an que vous testez le vrac. Quels sont les premiers retours, les retours d'expérience que vous avez eus et que vous pouvez nous partager? Globalement, les retours sont très bons. C'est que quand en fait, ce qui était assez surprenant, c'est que quand on a mis en place le vrac, on a eu énormément de retours très positifs de nos clients qui nous ont dit super, ça faisait longtemps qu'on attendait ça, pourquoi ça n'a pas été fait plus tôt. Ils étaient hyper enthousiastes. Et finalement, les chiffres ont eu beaucoup de mal à décoller. C'est-à-dire que les clients avaient l'air hyper enthousiastes, mais finalement, en termes de volume de vente, c'était pas tant que ça. Et on s'est rendu compte qu'il fallait vraiment... Il y avait un temps d'adaptation. Déjà un temps d'adaptation parce que le client a besoin de savoir qu'Aromazone fait du vrac et c'est comme on communique relativement peu, on se base beaucoup sur le bouche à oreille. Nous, en termes de marketing, on n'a pas de marketing en interne, on a une toute petite équipe de com, une personne. Donc voilà, on marche par le bouche à oreille, donc forcément c'est un petit peu plus long. Et puis après, de la même façon que les gens ont dû apprendre à ramener leur sac quand ils font leurs courses, amener leur compte, et encore, je pense que tout le monde n'a pas encore le réflexe, d'amener ses petits filets pour pouvoir acheter ses fruits et légumes au supermarché. Et bien là, c'est un peu le même principe, c'est-à-dire que oui, tout le monde veut faire du vrac, mais tout n'est pas encore débloqué en tête. Et quand on vient chez nous, on n'a pas forcément notre article de conditionnement dans le sac pour pouvoir remplir à nouveau notre gel douche. Donc il y a eu un temps d'adaptation. Au début, on a vraiment eu une petite période où on s'est dit mince, on s'est peut-être trompé en fait. Peut-être que c'est trop tôt, peut-être que c'est pas le moment, peut-être que c'est pas la bonne cible. On a hésité quelques mois et puis là maintenant, ça commence à vraiment être connu par nos clientes, en tout cas nos habitués des boutiques. Et là, pour le coup, ça commence à prendre vraiment de l'ampleur. Vous avez dû mettre des dispositions particulières en magasin, un personnel dédié par exemple? Alors oui, il faut savoir que clairement, aujourd'hui, nous, on a une clientèle qui est extrêmement variée. On a des gens qui sont très, très impliqués dans la préservation de l'environnement, mais on a aussi des gens qui viennent chez nous parce que c'est ludique de fabriquer ces produits cosmétiques. On a des gens qui viennent chez nous parce que, pour des raisons de bien-être, qui viennent principalement pour les huiles essentielles, pour changer un petit peu de l'allothérapie qu'on connaît tous. Donc on a vraiment un profil de client qui est très très varié. Et donc beaucoup de gens qui ne sont pas habitués forcément au vrac. Et on s'est aperçu très vite que les laisser autonomes face à nos barres à savon ou à nos barres à huile,
C'était compliqué à gérer. C'était compliqué à gérer en termes de pertes, notamment, en termes de qualité. Déjà, habituellement, on n'a pas forcément des clients qui sont tous très, comment on va dire ça, très organisés. Donc, on retrouve régulièrement nos produits packagés dans d'autres rayons parce que finalement, on avait pris tel produit, mais on préfère tel autre, ou on avait trouvé le conditionnement en 10 ml, mais finalement, on passe devant le 100 ml et c'est quand même nettement mieux. Donc, pour le conditionner, c'est pas grave. On récupère en fin de journée et on re-range. Pour le vrac, c'est forcément pas la même histoire. C'est-à-dire qu'un flacon de vrac laissé à l'abandon sur un bout de rayon, clairement, c'est du déchet. Donc, et ça va totalement à l'encontre de ce qu'on a essayé de mettre en place. Donc, je pense que vous imaginez bien qu'on ne peut pas juste reverser le vrac dans le bidon. donc oui, clairement. Donc derrière, on a essayé d'encadrer un petit peu plus. Et aujourd'hui, même si ce n'est pas toujours évident, parce qu'on a beaucoup de fréquentation dans nos magasins, on a essayé de mettre en place à minima une hôtesse ou un hôte de vente pour chaque bar, pour être sûr d'avoir un accompagnement du client et pour l'aider à faire en sorte que le conditionnement en boutique se fasse au mieux et sans perte. Merci. Mathilde, pour l'expérience Mustela, donc là on est encore en plus dans un nouveau magasin, pas en marque, un magasin sous enseigne, en parapharmacie, nouveau territoire, on n'est pas forcément habitué à aller trouver du vrac. Non. Comment vous avez géré l'expérience en magasin? Est-ce que vous avez mis du personnel dédié? Est-ce que vous avez formé les pharmaciens? Quels sont les premiers retours d'expérience que vous pouvez nous partager dans ces 2 points de vente? En effet, nous, c'est un vrai challenge parce qu'on n'a pas nos boutiques en propre, comme vous finalement. Et du coup, même si nous, on est convaincus et que nous, on s'est formés petit à petit, il fallait réussir à trouver aussi des pharmacies qui ont envie de dédier cet espace parce que les machines sont forcément plus grosses qu'un flacon Mustela. Donc, il fallait trouver les pharmacies qui voulaient bien donner cet espace, qui voulaient bien dédier aussi une partie de leur force de vente parce que on a beau dire que le conso peut se servir tout seul, que c'est hyper intuitif. En effet, c'est hyper intuitif, mais on a quand même besoin d'avoir quelqu'un qui aide et qui ne serait-ce que répond aux questions. Et du coup, on a énormément formé le personnel et les équipes officinales. Je pense que c'est une formation d'ailleurs qui sera en continu parce qu'on se rend compte que plus ces personnes avancent dans leur connaissance du vrac, dans leur connaissance du zéro déchet et leur connaissance de l'équipement, et plus il y a d'informations aussi à donner, des questions un peu pointues. Donc ça, c'est clairement de la formation continue et des relations qu'on a constantes avec les pharmaciens. Après, nous, c'est vraiment une expérimentation. Donc, on est là pour apprendre. Et donc, mon but à moi, c'est d'être très souvent présente en pharmacie pour pouvoir parler avec des consommateurs, parler avec les pharmaciens, noter absolument tout ce qui peut marcher, moins bien marcher, toutes les questions d'usage qui se posent, toutes les habitudes des consommateurs. Est-ce qu'ils viennent constamment avec leur flacon pour se resservir? Est-ce qu'ils l'amènent une fois et ils reviennent une fois d'après? Enfin, voilà, vraiment comprendre comment l'usage fonctionne pour réussir à simplifier tout au maximum et du coup que l'expérience consommateur soit la plus facile possible. Mais ce qui est sûr, c'est que si on veut apprendre, il faut être présent sur le point de vente et il faut pouvoir récupérer les informations des consommateurs. Est-ce qu'on peut, parmi les invités, partager un peu des chiffres de consommateurs, nombre de ventes par rapport à ce que vous aviez l'habitude et aux mêmes produits? C'est un peu tôt pour nous, vu qu'on a lancé en juin. Là, on est en train de réaliser une ACV, donc déjà, on aura bientôt des chiffres par rapport à l'ACV. Les premières infos qu'on a, c'est que c'est vertueux à partir du moment où c'est réutilisé un certain nombre de fois. Donc là, on est en train de préciser ce nombre de fois en fonction des flux, etc. On sait qu'aujourd'hui, vu qu'on a choisi de laver nous-mêmes les flacons pour les remettre dans le circuit, on sait qu'il y a du transport supplémentaire et que du coup, c'est aussi un des axes sur lesquels on va devoir travailler. En tout cas, je pense qu'on a identifié les nœuds. Donc maintenant, on va pouvoir continuer à travailler sur ces nœuds pour avancer. Et en même temps, quand on parle avec des consommateurs qui, un peu les mêmes retours, disent « Non mais c'est génial, vous êtes la première marque d'ampleur et nationale pour bébé-enfant à proposer ça. » Et très souvent, il y a quand même une conscience qui évolue au moment de l'arrivée du premier enfant. Et du coup, on vient enfin pouvoir répondre à ces parents qui voulaient faire changer les choses, qui voulaient changer leurs habitudes.
et qui finalement n'avaient juste pas les produits dispo. Donc voilà, donc c'est à l'échelle de points de vente, mais en tout cas, on sait pourquoi on le fait et on sait qu'il y a une utilité derrière. Le Covid, là, il y a eu quand même 2 projets lancés pendant la période du confinement. Ça vous a pas arrêté? Non, déjà parce que sinon on s'arrête, donc c'est quand même triste. Non, par contre, ça nous a fait nous poser des vraies questions. Et en fait, dans le cadre du Covid et du confinement, il y a notamment la FEBA et la PHP, enfin plein d'acteurs dans notre écosystème qui nous avaient demandé du gel hydroalcoolique. Donc on a transformé nos activités dans notre entreprise pendant le confinement pour fabriquer du gel hydroalcoolique. Et à la demande des pharmaciens, on l'a aussi proposé dans nos machines à vrac. Et c'est pour ça qu'on a ces 2 produits. À l'origine, ce n'est pas tout à fait ce qui était prévu. Et en même temps, pour nous, c'était hyper important de pouvoir répondre aux demandes des pharmaciens et des consommateurs à ce moment-là. Donc c'est pour ça qu'on a fait cette évolution majeure qui nous a bien pris le confinement à développer. Donc c'était bon timing, mais c'est sûr que ça a forcément impacté le projet, ça nous a forcément fait nous poser des questions en termes d'hygiène et de sécurité. On se dit, voilà, est-ce qu'on met des consommateurs à risque? Est-ce qu'il y a des risques de contamination? Et heureusement, c'est des choses c'est des sujets qui sont très importants pour nous et des questions qu'on s'était vraiment posées pendant tout le développement. Et donc, on était relativement serein pour sortir cette offre pile à la sortie du confinement, mais forcément, ça a impacté notre réflexion dans le cadre du projet. Merci. Régis, les premiers retours d'expérience, vous avez commencé à nous en donner. Est-ce que vous pouvez aller peut-être un petit peu plus loin, puis nous dire au regard de ces premiers retours et peut-être du plan initial de développement du vrac, est-ce que ça a bougé votre feuille de route? Voilà, comment vous voyez ensuite l'avenir du vrac chez Yves Rocher? Alors, en termes de vente, c'est ce que je disais tout à l'heure, en fait. On a 2 magasins où alors, dans le projet, on a aussi décidé, alors je vais vous prendre un exemple, on avait par exemple vanille qu'on a décidé de mettre en vrac, en gel, et on l'a aussi gardé en flacon classique à côté. Puisqu'aujourd'hui, on ne voulait pas se priver de vente, parce qu'il y a encore des clientes qui viennent chez nous qui disent non, moi je ne veux pas quelque chose qui vient du vrac, je préfère avoir la bouteille remplie comme d'habitude en fait. Donc voilà, donc on avait gardé ce flacon standard à côté. Et les magasins où ça fonctionne bien, on a vendu autant de vrac que de flacons standards. Et d'autres magasins où le personnel était beaucoup moins convaincu, c'était à peu près moitié moins de vrac que de standard. Donc ça, c'est un peu les données chiffrées. Nous, on s'est donné jusqu'à mi-novembre pour faire le test, puisque à partir de mi-novembre, on transforme notre magasin en version Noël, puisque Noël, la période de Noël est une période très importante chez nous, avec les cadeaux et des collections un peu particulières. Donc on a besoin de tous les mètres linéaires qu'on consacre à la période de Noël. Et ça, c'est un des points aussi très importants, c'est que nous, dans notre réflexion de plus merchandising de notre magasin, c'est-à-dire que nos magasins, ils font à peu près 12 mètres linéaires de produits. Et sur 1 mètre linéaire d'hygiène, par exemple, on met 16 senteurs. Et là, on s'est retrouvé dans le projet VRAC à mettre simplement 4 senteurs, parce que la machine, aujourd'hui, elle prend 1 mètre linéaire. Et donc, vous passez de 16 senteurs à 4 senteurs. Sur des produits que vous allez vendre 3 € à peu près, le 400 ml. Donc, quand nos merchandisers nous disent le produit doit payer son mètre linéaire, si on raisonne comme ça avec le VRAC, sur des produits d'hygiène, on a tout perdu. Donc on arrête tout de suite le projet ou on ne le commence pas, quoi. Donc c'est vraiment, nous, une forme de conviction aussi, hein, parce que quand vous vendez 200 produits vrac dans un mois, que vous multipliez 200 produits vrac par 3 €, ça ne vous fait pas un gros chiffre d'affaires et vous avez occupé 1 mètre linéaire. Et si vous mettez le coût de la location du mètre carré de la machine, vous n'êtes pas du tout rentable. Donc ça, c'est sans doute un des vrais freins. Nous, au sein d'une marque comme la nôtre, c'est sans doute un des vrais freins au vrac, en fait.
cette rentabilité du mètre linéaire. Mais n'empêche que faut qu'on continue quand même cette réflexion. Donc ça nous oblige aussi peut-être à avoir une réflexion d'un matériel peut-être moins encombrant, plus dynamique, peut-être pas simplement avoir 400 heures sur un mètre linéaire, mais peut-être faire 1200 heures, 1600 heures. Enfin, voilà, donc il y a une vraie réflexion, nous, de merchandising pour que le vrac se paye, en fait. Et bon, voilà, on reste des commerçants. Donc, et puis, voilà, ça, c'est la chose la plus importante. Donc, on va aller, normalement, nous, on fait ce test jusqu'à mi-novembre. On se pose, on regarde, et puis on verra ce qu'on fait dans les années futures. Et pour enchaîner par rapport au Covid, une des choses importantes, c'est que le Covid, en même temps, ça révèle une conscience qu'il faut sans doute faire autrement, et que le monde post-Covid sera peut-être différent, il faudra qu'on fasse attention à la planète et tout ça. Et en même temps, à très court terme, dans des entreprises comme les nôtres, ça met un peu en sourdine les investissements et les projets d'innovation. Parce qu'on nous dit, reconcentrons-nous sur le business du moment, et tous les projets d'innovation, on les repousse à plus tard. Donc, il y a une forme de contradiction entre l'envie de changer le monde et puis la réalité économique qui fait que on le changera plus tard, quoi. Voilà. Donc ça, c'est un des phénomènes du moment qui perturbe un peu la lecture du projet. Caroline, depuis la période post-Covid, comment se comporte le vrac, les ventes, quel est l'avenir du vrac chez Aromazone? Alors, pour le coup, moi, je suis vraiment sur la partie réglementaire, donc je ne vais pas avoir des chiffres à vous donner parce que je ne les ai clairement pas. Par contre, ce que je sais, c'est qu'aujourd'hui, on envisage clairement de développer cette offre vrac et de sortir justement du côté exclusivement huileux et ou produits rincés et d'essayer d'aller plus loin dans notre offre. Donc, j'ose imaginer que si on commence en interne à réfléchir à demain en vrac, c'est que, alors très honnêtement, je ne suis pas sûre aujourd'hui qu'on gagne effectivement de l'argent, qu'on fasse un réel bénéfice sur du vrac. Est-ce qu'on glane de nouveaux clients? Je n'en suis pas certaine non plus, pour être honnête. Par contre, clairement, c'est une attente forte de la part de nos clientes aujourd'hui. C'est également un besoin fort que l'on a chez nous de faire attention à notre impact environnemental, faire attention à nos déchets. C'est dans notre ADN depuis toujours. Donc, il y a une vraie volonté de se développer et de développer l'offre. Donc, aujourd'hui, encore une fois, je ne sais pas si le vrac est rentable, mais en tout cas, Aromazone souhaite poursuivre l'aventure sur le vrac et développer l'offre de façon certaine. Merci. Et Mathilde, pour la suite des tests aussi, comment vous envisagez la suite? Là, du coup, vu qu'on est sur une expérimentation, on relève beaucoup de données sur l'usage, donc sur l'ACV et données environnementales, sur des données de vente forcément, sur des données d'usage. Et après, on voit comment on peut réussir à améliorer ce qui fonctionne moins bien. Et donc on verra l'année prochaine comment on déploie et si on déploie. Mais là, on est vraiment plus dans une phase d'apprentissage, de récupération de toutes les informations qu'on peut avoir pour ensuite trouver notre positionnement. Il y a clairement un enjeu économique, comme vous l'avez dit. Et du coup, réussir à voir ce qu'on fait avec le déploiement. Et Bina, pour finir, donc le vrac, c'est déjà plus de 50% de votre chiffre d'affaires. Le Covid, est-ce que vous avez senti un impact au niveau des ventes ou de la demande des distributeurs, et comment vous envisagez l'avenir? Alors effectivement, le Covid a été clairement un accident dans notre développement vrac. On en a pas mal parlé avec Réseau Vrac, avec lequel on a initié aussi une étude pour comprendre finalement les chiffres étaient mauvais pendant le Covid et à l'issue du Covid sur les ventes de vrac, mais de comprendre si ces chiffres étaient liés au fait que les clients n'avaient plus confiance ou est-ce que c'est parce que les magasins n'opéraient plus le vrac. Et dans l'étude qu'on a faite ensemble, ce qu'on a vu, c'est que les clients avaient
envie de continuer à acheter en vrac, donc ça c'est quand même la très grande bonne nouvelle, mais qu'effectivement plein de magasins, par manque de personnel, par manque de capacité à opérer les réseaux vrac pendant la désorganisation du Covid, par peur de problèmes d'hygiène, ont arrêté l'opération de leur corner vrac ou de leur rayon vrac. Et donc c'est ça qui a été le plus impactant sur les chiffres. Donc moi, je reste tout à fait optimiste. Je pense que ce qu'on voit dans les chiffres sur les comportements des consommateurs, c'est qu'ils attendent, et on le voit dans les exemples que vous nous avez donnés d'innovation, ils attendent vraiment qu'il y ait de plus en plus de produits en vrac et qu'ils soient après opérés de façon saine. Donc là, il y a encore plein d'enjeux, de réassurance, etc. à mettre en place. Mais je suis persuadée que si on s'assoit ensemble à cette table dans 5 ans, l'ampleur du vrac sera sans commune mesure avec ce qu'on connaît aujourd'hui.